Bienvenue dans notre podcast Isadora BC, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani. Bonjour. Et le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour. Voilà, donc, alors, on reprend un nouveau podcast sur... Oui, toujours sur ce livre magnifique, Hôtel littéraire, Voyage autour de la Terre de Nathalie H. de Saint-Phal, aux éditions de Noël. Alors, où est-ce que tu nous emmènes pour commencer ? À l'hôtel Lutetia, boulevard Raspail à Paris. Un hôtel qu'on connaît bien. Hein. Oui. C'est l'unique palace de la rive gauche à Paris. Tout à fait. Le Lutetia. Ça commence ainsi. Ne parlons pas du bar, on n'en sortirait pas. Il n'y a pas de jour où un éditeur, un directeur littéraire, une attachée de presse ne se donne rendez-vous à l'un de ses auteurs dans la pénombre du bar du seul palace de la rive gauche, l'hôtel de qui par le nombre est assurément le plus littéraire de Paris. Tenons-nous-en à ceux d'entre eux qui ont habité. En février 1913, Rainer Maria Rilke, qui installe un atelier au 17 rue Campagne Première, s'impatiente au Lutetia. Toute cette installation à faire m'oppresse, m'ôte le sentiment d'être chez moi en un lieu quelconque. Je demeurerai dans cet absurde hôtel jusqu'à ce que mon appartement puisse m'accueillir. En décembre 1921, André Gide prend une chambre au Lutetia pour plus de commodité. C'est la première fois, note-t-il dans son journal, que je descends à Paris dans un hôtel avec au moins l'intention d'y séjourner. Le lendemain, il écrit « Hier, jeudi, commençait tranquillement ma journée dans cette chambre du 6e où je suis vraiment bien. » Alors, on va quitter l'hôtel Lutetia pour aller quai Voltaire. Charles Baudelaire s'est installé en 1857 au Grand Hôtel Voltaire pour travailler plus aisément à la traduction des aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe, paraissant en feuilleton au Moniteur universel, le journal officiel de l'Empire dont les bureaux se trouvaient à côté. Ce travail de commande quotidien ralentissait d'autant la correction des épreuves des Fleurs du Mal, attendues par son éditeur Poulet-Malazis. Que les fenêtres de sa chambre s'ouvrent sur le fleuve, le pont Royal et le carrousel du Louvre importaient peu. Il a toujours préféré la profondeur et le mystère des fenêtres fermées à celles ouvertes sur la vie réelle. Denis Roche a commenté une photographie de l'hôtel vu du dehors, fenêtre close un jour de pluie. Le temps donne le ton, évidemment. La pluie brillante, la voiture qui date tant l'image. Comme une signature du temps, la plaque de l'hôtel, la tenue de la personne qui est dans son hall. Oui, bien sûr, le temps temporel roule ses détails dans la farine qui lui est propre. Oscar Wilde, Philippe Soupeau, Roger Nimier sont venus. Pierre Louis y passa sa nuit de noces avec Louise de Hérédia. Le quai Voltaire, où Voltaire est mort en 1778, est-il nécessaire de le dire, est aussi celui de Monterland et celui d'Antoine Blondin, qui y vécut une 50aine d'années. Nous partons maintenant à Prague, à la rencontre de Apollinaire et puis de Camus. À l'auberge Cip Capas. Apollinaire n'a passé que 3 jours à Prague en 1902, publiant en retour une nouvelle, Le Passant de Prague, mais 10 ans plus tard, lorsqu'il insère dans le long poème Zone les réminiscences de ce passage en terre de magie, il entre dans la légende. L'avant-garde tchèque l'élève au rang de divinité. Sacralisé, il est tour à tour adoré, révéré, et parce qu'il est écrit « Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague, tu te sens tout heureux, une rose est sur la table, et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose.
La cétoine qui dort dans le cœur de la rose, épouvantée, tu te vois dessiner dans les agates de Saint-Vite. Tous se mirent à rechercher l'auberge de son souvenir. Pour l'un, il s'agissait de l'auberge de Sipkapas, ouverte sur la vallée de la Sarka. Pour un autre, c'était Zlata Studun, sur les hauteurs de Malastrana, le petit côté. La ville des palais, des jardins baroques qui dévalent du château jusqu'à la Moldo, mais nul ne le sut jamais. Le mystère à ce jour reste entier. Camus connut à Prague une angoisse sourde, diffuse, anéantissante par moments, paniquante à d'autres. Une sorte de vide, de mal-être, de noyade en solitaire, de refus de l'étrangeté des lieux vers lesquels il était parti en s'imaginant usé d'une totale liberté. C'est La mort dans l'âme, publié dans L'Envers et l'Endroit. Prague, ville où les aiguilles de la vieille horloge du quartier juif tournent à l'envers, le rejette, il ne la comprend pas. La craignant, il s'égare, il a marché, happé par la foule dont il ne comprend pas le langage, jusqu'à la vieille ville. Il est entré au hasard dans un hôtel. On lui a donné la clé de la chambre 34. Elle sera sa tanière d'animal inquiet. Il se terre, loin de la lumière. Dort pour ne penser à rien. Seul, dans cette chambre d'hôtel où quelque chose à nouveau se creuse en moi comme une faim d'âme, celle de l'occupant de la chambre contiguë aurait peut-être fait l'affaire, mais il ne répond pas lorsque l'on frappe à sa porte. Et la vie avait continué dans l'hôtel jusqu'à ce que le garçon ait eu l'idée de l'appeler. Il était arrivé là sans se douter de rien et il était mort seul. Moi, pendant ce temps, je lisais la réclame de ma pâte à raser. J'étais étendu, la tête vide et le cœur étrangement serré, je faisais mes ongles, je comptais les rainures du parquet. J'aurais pleuré comme un enfant si quelqu'un m'avait ouvert ses bras. Vers la fin de l'après-midi, brisé de fatigue, je fixais éperdument le loquet de ma porte, la tête creuse ressassant un air populaire d'accordéon. À ce moment, je ne pouvais pas aller plus loin. Plus de pays, plus de ville, plus de chambre, plus de nom. On reste en France, à Saint-Chély-d'Apcher, hôtel du Lion d'Or. Dans la série des inventaires à plaisir de tout et de n'importe quoi, Georges Perec, expert en énumération, classement, assemblage et rassemblement, a répertorié dans Espèces d'espace les étendues de son propre univers. Il procède par ordre de grandeur, chaque chapitre étant implicitement contenu dans le suivant. La page, le lit, la chambre, l'appartement, l'immeuble, le quartier, la ville, la campagne, le pays, l'Europe, le monde et, pour finir, naturellement, l'espace. Seul m'intéresse ici l'espace de la chambre qui rejoint et sert parfaitement mon propos. Perec, dans la première partie de ce chapitre intitulé « Fragment d'un travail en cours resté inachevé », explique qu'il garde une mémoire exceptionnelle. Il la croit même assez prodigieuse de tous les lieux où il a dormi, à l'exception de ceux de sa première enfance. Il lui suffit de fermer les yeux et de se concentrer sur un lieu donné pour que les détails de cette chambre lui reviennent en mémoire et qu'il ressente la sensation presque physique d'être à nouveau couché dans cette chambre. C'est sans doute, précise-t-il, parce que l'espace de la chambre fonctionne chez moi comme une Madeleine proustienne, sous l'invocation de ce qui, tout ce projet est évidemment placé, que j'ai entrepris depuis plusieurs années déjà, de faire l'inventaire aussi exhaustif et précis que possible de tous les lieux où j'ai dormi.
Et pour terminer, nous partons à Tokyo, à la rencontre de Richard Brautigan, le 6 juin 1976. Il écrit « Quelques trucs à faire un soir d'ennui à Tokyo dans un hôtel. Petit 1. Prendre son dîner tout seul, c'est toujours très amusant. Petit 2. Se promener sans but autour de l'hôtel. L'hôtel est énorme, il y a beaucoup de place pour se promener sans but. Petit 3. Monter et descendre par l'ascenseur sans la moindre raison. Les gens qui montent vont dans leur chambre, pas moi. Ceux qui descendent sortent dans la rue, pas moi. Et enfin, petit 4. Je pense sérieusement à utiliser le téléphone intérieur pour appeler ma chambre 3003 et laisser sonner très longtemps. Puis, me demander où est-ce que je suis et quand je rentrerai. Devrais-je laisser un message à la réception me demandant de me rappeler dès que je suis de retour ? Oui, merci Clarence. Et oui, voilà Régis, donc c'était de beaux passages dans ce livre que je rappelle, Hôtel littéraire, voyage autour de la Terre de Nathalie H. de Saint-Phal. Vraiment, là, ce ne sont que quelques extraits que nous avons lus parce que le livre, le livre comporte plus de 500 pages. Ouais, c'est bien, donc, si vous avez l'occasion de le découvrir, plongez-y. C'est vraiment un beau voyage littéraire dans les hôtels. Et puis des hôtels du monde entier en voyage. En plus, c'est tout à fait. Ouais. Superbe. Ouais, un très beau travail donc de Nathalie H. de Saint-Phal. H. de Saint-Phal. Voilà. Ok. Hôtel littéraire, voyage autour de la Terre. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.